cette fin de 19e siècle, la lumière, celle du soleil ou des étoiles, est en apparence comprise par l'ensemble des physiciens, en apparence seulement. Elle est considérée depuis longtemps comme une onde comme les rides que l'on observe à la surface de l'eau, une onde comme le son, un signal périodique qui se propage dans l'air. Pourtant, si nous faisons disparaître l'air pour créer le vide dans cette pièce, le son disparaît, la lumière, elle, continue de se propager. Le son qui est une onde ne se propage pas dans le vide, la lumière si. En cette fin de 19e siècle, la lumière, toujours elle, joue un tour de plus aux physiciens. Cette fois, le problème se situe à la frontière de deux mondes. Celui de la matière et celui du rayonnement qui s'en dégage quand un corps est chauffé. Quand on chauffe un barreau de métal, il se passe la chose suivante. Le barreau de métal commence par émettre de l'énergie, de la lumière, mais cette lumière n'est pas visible à l'œil nu. Elle est ce qu'on appelle dans l'infrarouge. Et puis quand on chauffe progressivement à plus haute température, on commence à voir du rouge, un rouge profond, puis un rouge plus brillant. Ça tourne ensuite au jaune, et puis après ça devient au-delà du rayonnement qu'on peut voir à l'œil nu, ça s'appelle le rayonnement ultraviolet. Les physiciens de cette époque n'arrivaient pas à mettre en équation ce simple phénomène de changement de couleur de la lumière émise par un corps qui est chauffé à haute température. Impossible de trouver la formule mathématique qui explique ce changement de couleur. Un véritable casse-tête que les physiciens appellent l'énigme du corps noir. Qui trouvera la solution ? Le 14 décembre 1900, Max Planck, grand physicien allemand, apporte la solution à l'énigme du corps noir. C'est une grande victoire. La formule fonctionne, elle décrit parfaitement la lumière qu'émet un corps en fonction de sa température. En 1902, Philippe Lénard revisite l'effet photoélectrique, une curieuse manifestation de la lumière découverte par Hertz en 1887. Ce phénomène est utilisé de nos jours dans le fonctionnement de tous les capteurs solaires. L'effet photoélectrique découvert par Hertz, c'est le phénomène suivant. Quand vous envoyez de la lumière sur un métal, eh bien, cette lumière est capable d'arracher des électrons au métal et de produire un courant électrique. Alors, on ne connaissait pas le mot d'électron à l'époque. Ce que Hertz avait constaté, c'était qu'on produisait un courant. On produisait un courant lorsqu'on envoyait de la lumière avec suffisamment d'énergie sur un métal. Philippe Lénard, en 1902, il apporte une avancée très importante qui est la suivante. Il constate qu'avec de la lumière rouge, ça ne marche pas du tout. Avec de la lumière bleue, l'effet photoélectrique marche très bien. Il est capable de produire un courant électrique. Et ça, c'est paradoxal, parce que cette notion de lumière ondulatoire n'introduit pas de différence si importante que ça entre le rouge et le bleu. Et pourtant, quelle que soit la quantité de lumière rouge envoyée sur le métal, même s'il emploie, si vous voulez, une lampe rouge ou infrarouge beaucoup plus puissante que la lampe bleue, eh bien, elle n'est pas capable de produire de courant électrique, c'est-à-dire d'arracher l'électron du métal. Ça, c'est très paradoxal. En ce début de siècle, la lumière devient de plus en plus paradoxale. Définie comme une onde par Maxwell en 1840, elle ne semble plus en avoir les critères. Une nouvelle définition de cette lumière s'impose. Mais qui dans la communauté scientifique aura le courage de tout remettre en question? Personne. C'est l'impasse. Einstein saisit cette chance unique. Dans ce début de XXe siècle, tous les physiciens sont persuadés que la nature de la lumière est ondulatoire. Et l'argument qui était avancé, c'était le fait que la lumière est capable de faire ce qu'on appelle des interférences. Un peu comme les vagues à la surface de l'eau sont capables de s'ajouter, de se combiner pour faire des grosses vagues ou bien des vagues négatives. Et la lumière semble avoir cette propriété. L'article d'Einstein sur la lumière s'intitule « Un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière ». On dirait en langage plus actuel une façon d'envisager le problème de la production et de la transformation de la lumière. Einstein tire un trait finalement
sur le caractère ondulatoire de la lumière pour proposer une démarche alternative, et c'est en cela qu'il appelle heuristique, dans laquelle la lumière est maintenant constituée de grains élémentaires, de particules qu'ils appelaient à l'époque les quanta et qu'on appelle maintenant, nous, simplement les photons. La démarche d'Einstein est vraiment révolutionnaire en ce sens qu'il introduit un concept qui est totalement différent. Il y a une énorme différence entre une onde bien régulière et puis un faisceau lumineux constitué de particules élémentaires, ces grains élémentaires, ces photons ou quanta à l'époque. D'après Einstein, la théorie qu'il propose aux annales est susceptible d'être vérifiée par l'effet photoélectrique. Einstein explique l'effet photoélectrique précisément de cette façon, en supposant que ces grains de lumière, ceux qui correspondent à la lumière bleue, ont suffisamment d'énergie pour exciter les atomes du métal. D'où la production de courant électrique et l'arrachage des électrons. Les grains de lumière qui ont une énergie trop faible, qui correspondent à la couleur rouge, eh bien ces grains de lumière n'ont pas assez d'énergie et ne peuvent pas exciter les atomes du métal et arracher les électrons du métal. C'est ça l'effet photoélectrique qu'Einstein explique magnifiquement dans son papier de 1905. Einstein met les pieds dans le plat en disant il faut, pour comprendre l'effet photoélectrique, renoncer à l'image que nous avons tous de la lumière. J'ai conscience de faire là quelque chose de scandaleux, mais je ne vois pas d'autre échappatoire. Étienne Klein, la physique a connu plusieurs révolutions, mais vraiment des révolutions de ce qu'on savait de la physique au début du siècle, dans les années 1900-1905. Et en particulier, on a découvert la physique quantique. Alors d'abord, quantique, ça veut dire quoi? Alors quantique, c'est un mot qui vient du latin, quantum, au pluriel ça donne quanta, c'est l'idée de quantité. Les échanges d'énergie entre la lumière et la matière ne peuvent pas être quelconques. C'est-à-dire que quand il y a un échange d'énergie entre de la lumière et de la matière, ça se fait par transmission de paquets d'énergie qu'on appelle des quantas. C'est un peu comme lorsque vous allez acheter du beurre au supermarché, vous ne pouvez pas en acheter en n'importe quelle quantité, vous ne pouvez en acheter que par quantité d'une demi-livre ou d'une livre. Donc il y a des sortes de quantités élémentaires qui sont échangées lorsque vous allez acheter votre beurre. Il y a un conditionnement. Voilà, et ce que montre Planck, c'est que quand de la lumière est échangée avec de la matière, eh bien ça se fait par paquets, un nombre entier de paquets d'énergie qu'on appelle des quantas. La lumière est structurée en petits paquets d'énergie, alors qu'on la croyait ondulatoire jusqu'alors. Et ces petits paquets d'énergie, ce sont des quantas de lumière qui plus tard seront appelés des photons. Et cet article d'Einstein de 1905, celui de mars, va ouvrir la voie vers une nouvelle physique qu'on appelle la physique quantique. Et cette physique va être élaborée par des tout jeunes physiciens entre, disons, 1923 et puis 1933. Donc là, il va se produire une sorte de décennie miraculeuse de la physique, pendant laquelle de très jeunes esprits, prêts à accepter des idées vraiment novatrices, vont mettre sur pied une physique qui utilise des concepts, mathématiques pour la plupart, qui n'ont pas de contrepartie dans la vie courante. C'est-à-dire que c'est pas une copie du monde tel qu'on l'observe, c'est vraiment une invention pure de nouveaux concepts qui vont permettre à ces physiciens de comprendre la matière à l'échelle microscopique. Et notamment de comprendre, par exemple, comment les atomes absorbent ou émettent de la lumière. Et puis on va découvrir que dans l'atome, il y a un noyau qui lui-même est composé de particules, des protons et des neutrons. Et ces protons et des neutrons sont soumis à une force qu'on ne voit pas à l'échelle macroscopique, qu'on appelle la force nucléaire. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce d'âge d'or de la création, entre guillemets, puisque vous dites qu'on invente des concepts? J'ai pas d'explication, c'est-à-dire que je ne comprends toujours pas, enfin je suis fasciné par cette période, parce que bon, la physique était en crise, il fallait inventer une nouvelle physique, donc c'est toujours des périodes oui, elle butait sur... Voilà, c'est des périodes où les esprits sont stimulés, font preuve d'audace, mais ce qu'ont montré ces gens, c'est que l'intellect est capable de fonctionner même lorsqu'il n'y a plus d'image, parce que l'atome on ne peut pas le voir, et même la physique quantique est une physique qui interdit de faire des dessins, c'est-à-dire toutes les images qu'on peut proposer pour l'atome. Parce que c'est trop petit? Non, parce qu'il y a une interaction entre l'objet lui-même et son observation, et donc on ne peut pas le
présenté comme un objet isolé, existant par lui-même. En fait, ce qu'on sait de lui dépend de notre interaction avec lui. Donc tous les dessins qu'on peut en proposer, évidemment, oublient cette interaction avec l'observation et sont donc faux. Donc on est vraiment dans le concept pur. On est dans une sorte de conceptualisation qui s'est débarrassée des intuitions trop simples. Et c'est fascinant de voir qu'on peut continuer à comprendre la matière, même lorsqu'il n'y a plus d'image juste, même quand l'intuition est en fait limitée par le fait qu'on n'a plus d'image à disposition.